Aujourd'hui, je vous rejoins en direct de la belle ville de Vancouver, où nous organisons une journée d'apprentissage en personne demain. Vancouver est situé sur un territoire qui n'a jamais été cédé à la couronne par les peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Le terme non cédé reconnaît la dépossession de la terre et les droits inhérents que les Musqueam, Squamish et les Tsleil-Waututh détiennent sur le territoire. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses, Q et A, dans la langue de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de portion questions et réponses lors de cette session. Toutefois, nous allons prendre vos questions, trouver les réponses et les partager comme ressources sur notre page GC Wiki du RJFF. Elles seront également possiblement posées par la modératrice aujourd'hui. En tant que personne travaillant dans la fonction publique depuis environ 5 ans, je me souviens facilement d'un temps où, au début de ma carrière, j'entendais des termes tels que AIPRP, Section 34 ou Relations de travail mentionnés dans les réunions et je me souviens du sentiment immédiat de confusion qui suivait. Certains de ces termes m'ont été expliqués assez rapidement car ils impactaient directement mon travail quotidien, alors que d'autres ont mis des mois, voire des années à saisir. Aujourd'hui, nous libérons notre enthousiasme pour la technologie pour tout apprendre sur la TI ou technologie de l'information. Le fait que nous soyons tous réunis ici virtuellement à travers le Canada, en fait, je suis à Vancouver, Juliana, que vous allez rencontrer dans quelques minutes, est sur la côte est, complètement à l'autre bout du Canada, et le fait qu'on peut tous être ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à nos équipes TI. Avant de commencer, nous avons quelques questions afin d'apprendre à se connaître. Vraiment, ce n'est pas, on ne fera pas la police avec les questions, mais c'est vraiment juste des questions, euh, questions de connaître nos habitudes avec la TI. Donc, la première question, c'est utilisez-vous votre ordinateur de travail pour usage personnel? Donc, que ce soit médias sociaux, jouer de la musique, Gmail, c'est tout anonyme en passant, là, c'est vraiment juste pour le plaisir. Donc, est-ce que c'est tout le temps, parfois, rarement ou jamais? Question numéro 2. Avez-vous un logiciel qui n'est pas standard sur votre ordinateur de travail? Oui, non ou n'est pas au courant. Et finalement, question numéro 3. Utilisez-vous votre équipement électronique du travail lorsque vous voyagez? Donc, tout le temps, parfois, rarement ou jamais. Donc, soyez honnête avec vos réponses. Je vais vous donner quelques petites secondes pour y répondre. Parfait. Est-ce qu'on peut mettre les réponses? Parfait. Donc, pour la question numéro 1, utilisez-vous votre ordinateur de travail pour usage personnel, que ce soit médias sociaux, jouer de la musique, Gmail, etc.? Donc, en grande majorité, 45 disent rarement, 36 disent jamais, 18 parfois et personne dit tout le temps. Donc, soit quelques gens ne sont pas honnêtes ou vraiment c'est le cas et personne n'utilise ces, ces médias sociaux-là sur leur ordinateur portable couramment. Question numéro 2. Avez-vous un logiciel qui n'est pas standard sur votre ordinateur de travail? Donc, gros 55 disent que non. 45 disent qu'ils ne le savent pas. Et puis 0 disent que oui. Personnellement, je me situerai également dans le je ne le sais pas. Donc, ça va être intéressant d'en apprendre un petit peu plus dans la session. Et numéro 3, utilisez-vous votre équipement électronique du travail lorsque vous voyagez? En grande majorité, 64 disent que non, jamais. 18 disent que rarement, 9 parfois et 9 également tout le temps. Voilà les questions. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Juliana Motch, qui sera notre modératrice pour la session en français. À toi, Juliana.
Merci beaucoup, Olivier. C'est un grand plaisir d'être la modératrice pour notre session aujourd'hui. Donc, comme Olivier a mentionné, je m'appelle Juliana Match et je suis la présidente nationale du réseau des jeunes professionnels pour l'Agence du Canada. Et aussi, je suis analyste politique et de la prospective à l'agence. En commençant, je voudrais reconnaître que je me trouve en Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non celui du peuple Mi'kmaq. Je suis présentement dans la ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Comme Olivier a mentionné, je suis sur la côté est du Canada. Aujourd'hui, j'ai aussi le grand plaisir d'avoir une conversation avec Cynthia Tremblay, qui est notre panéliste francophone pour la session. Donc, je vais commencer avec une petite biographie de Cynthia. Et donc, depuis 2011, Cynthia travaille au gouvernement fédéral où elle a exercé différents rôles dans 2 ministères, DND et EDSC. Elle travaille présentement comme analyste informatique au Bureau de redressement de la dette technique DDSC, où elle est chargée d'assurer la gouvernance des activités visant à réduire la dette technique. Donc, pensez à des codes qui utilisent des structures démodées ou à des applications exécutées sur d'anciens serveurs ou des équipements en fin de vie. Cynthia s'assure aussi de mettre en place de nouvelles solutions informatiques et ou administratives afin de mieux servir nos différentes équipes et a une excellente connaissance de la gestion de projets. Cynthia vit dans la région d'Ottawa avec son mari et ses 2 adolescents. Elle aime parfaire des compétences en informatique, apprendre de nouvelles technologies, encadrer de jeunes professionnels et se connecter avec des personnes à travers le pays. Donc, bonjour Cynthia. Bonjour, Juliana. Merci de m'avoir ici aujourd'hui. Puis j'aimerais aussi reconnaître que je suis dans la région de la capitale nationale sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Merci. Donc, oui, aujourd'hui au GC 101, nous allons discuter de différents éléments en matière de la technologie informatique, donc le TI. Puis je suis une modératrice un petit peu intéressante pour cette session parce que je n'ai pas d'expérience du tout dans le TI. Donc, j'ai hâte d'apprendre de toi aujourd'hui. Et donc, je vais commencer avec une question ici. Um, donc, qu'est-ce que je peux faire ou non pas faire avec mes appareils professionnels ou sur le réseau du travail? Donc, qu'est-ce que je peux accéder dans différents ministères? Bien, je dirais que les politiques d'utilisation, ben, c'est un petit peu différent souvent d'un département à un autre. Vous pouvez toujours trouver l'information sur votre réseau intranet de votre ministère pour avoir vraiment plus spécifiquement qu'est-ce qui a rapport à votre département. Là-dessus, vous pouvez trouver l'information de qu'est-ce qui est acceptable sur le réseau ou qui l'est pas pour les médias sociaux, pour du streaming de musique, si vous pouvez aller sur YouTube, ce genre de choses-là. Il y a un site que peut-être qu'on pourrait mettre dans le chat qui peut donner l'information. Ça s'appelle Seanbo. Puis, par contre, il est juste en anglais, mais avec tous les ministères, vous pouvez avoir les différentes informations de si c'est bloqué ou pas bloqué. C'est ça. Donc, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on voit sur Internet, qu'est-ce qui est avec qu'est-ce qui est approuvé ou pas approuvé. Souvent, on a des petits pop-up qui nous disent non, vous pouvez pas y aller, vous pouvez pas accéder, mais il y a des sites qui n'ont pas été analysés. Donc, il faut toujours faire attention. C'est pas parce que vous pouvez l'accéder que vous devriez l'accéder. Faut toujours faire attention aussi parce que c'est la propriété du gouvernement, votre appareil. Donc, tout ce que vous accédez, tout ce que vous allez visiter, ça pourrait être
dans une demande d'accès à l'information. Donc, tout peut être regardé de qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez vérifié. Donc, il faut toujours faire attention parce que c'est pas à vous. Donc, en général, c'est comme ça qu'on peut trouver l'information. Ben ouais, merci beaucoup. Puis pour cette bonne ressource aussi de Sean Booth, je vais le vérifier après. Ça m'intéresse. Donc, on peut passer à la deuxième question. Au sujet de les appareils personnels au travail. Donc, pourquoi nous ne pouvons-nous pas utiliser nos appareils personnels au travail? Est-ce qu'il y a des raisons ou... Ben oui, parce que c'est une grosse entreprise qui est le gouvernement du Canada. Donc, il est important de protéger l'information qu'on détient dans les différents ministères. C'est beaucoup en relation avec la sécurité et les risques que ça apporte, parce qu'on voudrait pas divulguer les informations des Canadiens qui sont protégés. Donc, pour nos appareils personnels, on ne sait pas qu'est-ce qui est installé directement sur les différentes machines. Je pense que quelque chose s'est passé avec la connexion de Cynthia, la technologie, puis le Wi-Fi, quelque chose comme ça. Oh, c'est OK, bien. oui. OK. Oh mon Dieu. OK. Je me demandais si c'était toi qui étais Non, gelé ou c'est pas. correct. Donc, peut-être juste pour tout le monde, tu peux recommencer avec les réponses, parce que je pense qu'on t'a perdu euh, juste, juste quand tu as commencé à répondre à la question. Donc, pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser nos appareils personnels au travail? Ben, c'est S'il vous pour plaît. protéger l'information des Canadiens, puisque il y a un grand risque avec la sécurité des ordinateurs. Donc, si c'était nos ordinateurs personnels, ils n'ont pas été évalués, ils n'ont pas été analysés pour les différents logiciels ou comment que l'information est distribuée. Aussi, comment le réseau est installé. On pourrait être des gens de mauvaise, euh, des intrus pourraient aller dans nos données. Et puis, c'est ça, il y a des risques de perte. Donc, la gestion des données aussi dans les différents ministères, ça pourrait éventuellement causer d'autres problèmes. Par contre, j'aimerais dire que pour certains départements, il y a des solutions qui existent, qu'on peut utiliser nos appareils personnels, mais ça se fait au travers d'un logiciel. Donc, vous pouvez regarder avec votre département IT si c'est quelque chose qui vous intéresse pour voir s'il y a des solutions qui sont adaptées. Mais c'est ça, on ne veut pas avoir des problèmes de compatibilité. Génial, merci beaucoup pour cette réponse-là. Donc, je vois peut-être des questions dans le Q&A, mais à l'audience, vous pouvez poser des questions dans ça dit more ou plus en français, je pense. Q&A, vous pouvez poser vos propres questions. Donc, pour aller à la troisième question, pourquoi est-il important d'ouvrir des billets afin de résoudre des problèmes informatiques? Pourquoi est-ce qu'on doit ouvrir des billets quand il y a un problème?
Ben, dans une grande organisation comme la nôtre, un système de billets permet de suivre toutes les demandes des employés et d'aider les différentes équipes à résoudre tous les problèmes en les priorisant. Aussi, en prenant connaissance de ceux qui ont de plus grande envergure. Donc, ça permet de faire des liens. Et puis, quand les équipes en TI regardent l'étiquette, ça permet de résoudre les problèmes plus rapidement et puis trouver les connexions des trucs qui pourraient être en conflit. Donc, pour cette raison-là, c'est super important. L'information est aussi recueillie pour analyser certains besoins futurs que les départements pourraient avoir de besoins et à partir de ces étiquettes-là, ils peuvent développer des nouvelles solutions. Donc, une autre façon une autre raison pourquoi c'est important. Ça aide aussi la collaboration avec les différentes équipes pour connecter les différents problèmes et pour pouvoir évoluer à partir de ça. Intéressant. J'avais des problèmes hier avec mon ordi et tout ça. Puis j'étais reconnaissante que le directeur général de technologie informatique chez l'agence avait toute mon information. Donc, j'ai finalement résolu le problème à la fin de la journée, mais c'était un processus. Donc, voilà l'importance d'ouvrir des billets. Exactement. Oui. Une base de données aussi, donc tout le monde a accès et puis peut résoudre le problème par la suite. Oui, oui. Donc, tu perds moins de temps à attendre que ton problème soit résolu. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, pour changer un petit peu le sujet, tout le monde parle d'info-nuage. On dit cloud, info-nuage. Qu'est-ce que c'est? Je suis tellement curieuse. C'est quoi l'info-nuage? Bien, en fait, le cloud, l'info-nuage, c'est toutes les données des ordinateurs qui flottent dans un nuage qui appelle le cloud. Dans le fait, c'est que l'information est stockée sur des gros serveurs qui les conservent puis les rendent accessibles de n'importe où que l'on est. Donc, c'est facilement accessible. On peut l'accéder à partir d'un téléphone, à partir d'un ordinateur intelligent, d'une tablette. Il n'y a pas de limite. L'info nuagique, c'est dans le fond un gros disque dur. Puis, qu'on n'a pas besoin de le conserver à nos bureaux. Donc, on n'a pas besoin en tant que ministère ou département ou en tant qu'entreprise, on n'a pas besoin d'avoir physiquement les serveurs avec nous, d'acheter les serveurs et les configurer pour pouvoir accès à stocker notre information. Il y a plusieurs avantages à utiliser le cloud. C'est que les coûts sont vraiment plus bas parce qu'on n'a pas besoin de tous ces gros serveurs-là physiques qui sont très dispendieux et qui doivent être aussi configurés. Donc, c'est beaucoup de professionnels qu'on n'a pas besoin d'utiliser à ce moment-là parce que les grosses compagnies font le travail à ce moment-là. Il y a toute la maintenance aussi éventuelle des gros serveurs, les factures énergétiques, on en met, qui font que les coûts sont vraiment plus bas. Pour implanter des nouvelles solutions, ben, tout se fait en ligne. Donc, c'est toujours disponible. On n'a pas besoin d'attendre, justement, encore une fois, d'avoir tous ces gros serveurs-là, puis de les implanter et de faire le gros travail de base. On peut mettre nos solutions directement à les applications, puis c'est disponible aussitôt qu'on a commencé à l'utiliser à partir de ces serveurs-là. Il y a toutes les mises à jour informatiques aussi qui se font automatiquement. On n'a pas besoin de penser à améliorer. Le travail se fait. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi que tout le monde va dans cette direction-là avec les applications, les données sur le cloud. Il y a aussi toute la sécurité qui entoure l'info nuagique. Les données sont en sécurité. On n'a pas à se préoccuper aussi d'une panne possible ou d'un bris
parce qu'eux sont organisés pour avoir l'information qui est sauvegardée d'une façon qu'on ne peut pas la perdre, l'information. L'accessibilité aussi est améliorée parce que, comme je disais plus tôt, on peut obtenir l'information de n'importe où. Donc, c'est facile. On n'a pas besoin d'être sur place ou d'être dans le réseau spécifique. On peut se connecter au travers du cloud pour obtenir notre information. Donc, si je vais à une autre destination, ben, il y a pas de problème. Ou si les événements changent ou peu importe. Donc, voilà pourquoi que tout se dirige vers le cloud maintenant. Wow, formidable. C'est tellement intéressant et merci beaucoup pour avoir expliqué ça clairement, si clairement. Pour passer à la prochaine question, c'est une question qui a été posée au but de la session à propos de voyager, désolé, de voyager avec nos propres devices et tout ça. Donc, Oui. que puis-je faire si je veux travailler hors du pays? Est-ce que c'est possible? Oui. Aussi, en plus, comme hors du pays, mais aussi, c'était possible de travailler quelque part d'autre dans le pays avec votre travail? OK. Ben, la réponse est oui et non. En général, si on parle de travailler internationalement, il y a beaucoup de risques avec la sécurité dans ce domaine-là. Donc, c'est plus difficile à obtenir les approbations pour aller travailler à l'extérieur du pays. Il y a plusieurs approbations qu'on doit obtenir pour pouvoir le faire. Puis si on va dans un autre pays, il y a toujours le risque de les douanes prennent notre information, puis vu que c'est de l'information qui est sensible, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, qu'est-ce que je suggère? Il y a des possibilités, mais c'est toujours de parler avec son gestionnaire premièrement pour faire la demande. Et puis ensuite, vous allez être en mesure de parler avec la section informatique pour pouvoir voir dans votre ministère s'il y a des possibilités de ce côté-là. À l'intérieur du pays, si c'est votre outil de travail, habituellement, il n'y a pas de problème, mais on doit toujours demander tout de même l'approbation. Encore là, tout dépendamment des départements, parfois vous pouvez, des fois, vous pouvez avoir accès à ceci, des fois non. Donc, je suggère fortement de lire l'information dans votre ministère du département informatique, puis regarder l'intranet aussi à partir de ça. Merci, oui, c'est quelque chose tellement pressant parce que comme travailler comme chez toi ou aller au bureau ou si je veux voyager quelque part comme par exemple Olivier, il est à Vancouver, est-ce que je peux porter mon ordi? Puis oui, c'est comme ça. Mais Oui, et les choses ont bien changé avec la pandémie aussi, avec l'ouverture de travailler direct, de la maison. Maintenant, on a beaucoup plus d'opportunités, donc les directives ont changé. Donc, c'est à voir avec chaque ministère. Oui, adapté. OK. Donc, pour passer à la prochaine. Donc, avec le TI, il y a bien sûr des difficultés. Donc, quelles sont quelques difficultés auxquelles nous sommes confrontés en informatique? Encore une fois, je vais revenir avec la sécurité, car équilibrer la confidentialité des informations de chacun, c'est un gros défi. C'est de les concerner pendant des années, puis de les rendre accessibles aux bonnes personnes, aux bons services, au bon moment. Puis on veut pouvoir avoir accès, mais à cause de la sécurité. Mais des fois, on est contraint de ne pas pouvoir l'ouvrir complètement. Donc, c'est toujours un problème. On sait qu'il y a beaucoup de hackers qui essaient d'obtenir notre information. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est une difficulté qui est
qui est constante. Le partage des données, être capable de mettre en place le partage dans différents ministères, comme mettons, ça ramène un peu à ce que je disais plus tôt, mais mettons que le gouvernement provincial, quand qu'il y a une naissance, ça serait intéressant qu'on soit capable de donner l'information mettons, à IDSC pour qu'ils puissent avoir un numéro d'assurance sociale. Mais cela signifie des problèmes, pas des problèmes, mais ça faciliterait la tâche, mais pour développer ces solutions-là, ça a de l'air facile, mais ça l'est pas autant à cause de la sécurité. Les changements constants en informatique aussi, ça change toujours, mais en arrière de toutes les nouvelles solutions qu'on peut appliquer dans notre ministère, mais il y a une série d'approbations, d'achats, d'analyses qui doivent être faits. Puis ça prend un certain nombre de temps. Donc, toujours essayer de rattraper les nouvelles technologies. Souvent, c'est une difficulté parce qu'on veut pas avoir la technologie de v'là 5 ans parce qu'on a eu trop analysé. Donc, on essaie d'être agile en ayant des nouvelles solutions, mais ça, c'est définitivement un problème. Quelque chose qui est moins évident. Il y a la gestion de l'information, je dirais aussi du type de données, comment l'organiser, les niveaux de sensibilité, déterminer quand l'information peut être effacée. C'est souvent un challenge pour les différents ministères parce que souvent, il y a beaucoup d'informations qui restent sur nos réseaux, puis qui les gens, ils savent pas nécessairement, OK, est-ce qu'on est OK pour s'en débarrasser ou donc ça, c'est souvent une difficulté dans le domaine informatique. Mais maintenant, plus ça va, plus qu'on a d'outils pour pouvoir avoir une solution au problème. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui s'y mêle. Puis, dans les différents départements aussi, ils sont en train d'analyser des nouvelles solutions pour ce type de choses. Donc, ça évolue. Wow, oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour faire certaines qui se passent bien et tout ça. Mm-hmm. Donc, désolée, mais c'est déjà l'heure. Oh! C'était tellement intéressant. Vous êtes une mine de connaissances. Bien sûr. Je sais que j'ai beaucoup appris et je regarderai certainement cet enregistrement la prochaine fois que j'aurai des questions sur ce sujet. Donc, merci beaucoup à toi, Cynthia. Ça me fait plaisir. Merci. Oui, de rien. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'un de ces sujets, consultez la page ressources du wiki RJFF pour obtenir des hyperliens vers les politiques et les futures opportunités d'apprentissage. Donc, c'est tout pour moi. Et Cynthia, je vais passer la parole maintenant à Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliana. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Un gros merci également à Thomas George, Cynthia Tremblay et Juliana Mutch pour leur expertise et leur modération. L'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube plus tard cette semaine. Assurez-vous de vous inscrire au prochain événement GC 101 où vous apprendrez pourquoi les communications sont si importantes. C'est la semaine prochaine, même jour, même heure. Petit rappel également, notre inscription au Camp des carrières 2023 est maintenant en ligne. Découvrez pourquoi c'est l'événement le plus populaire du GC. Vous pouvez retrouver tous les liens d'inscription, soit dans le chat ou en nous suivant sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée.